Mesdames, Messieurs, la dernière émission, nous évoquions déjà ces spiritualistes et autres acteurs qui vont se prononcer sur ces différentes crises que traverse le monde au point d'en amener certaines personnes à se demander où va vraiment le monde avec ces crises. Elles ont nom sanitaire, économique, politique, sécuritaire, spirituelle et même celle des valeurs. Comment l'homme peut-il faire face à ces différentes crises? Cette préoccupation est vraiment celle d'un téléspectateur et comme lui, beaucoup se demandent effectivement où va le monde, des cyclones aux ouragans, en passant par des inondations meurtrières, des incendies catastrophiques, une pandémie qui ne finit pas et également les guerres et coups d'État assortis d'assassinats de présidents. Sommes-nous dans les derniers instants pour rester collés à la Bible, selon bien sûr le livre de l'Apocalypse? Alors, crise multiforme dans le monde, accomplissement des prédictions apocalyptiques, c'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Sylvain Kouassi. Lui, on ne le présente plus, vous le connaissez déjà, prêtre femme, mais il est aussi le président de l'ONG Lafayette. Monsieur Kouassi, merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est Luigi Messan, lui, il est étudiant en socio-anthropologie. Monsieur Luigi, merci d'être là aussi. Merci à vous, bonsoir. Alors, monsieur Kouassi, est-ce que, au vu de ce tableau que nous venons donc de présenter, vous avez vraiment l'impression que nous sommes dans un monde qui s'effondre progressivement? Oui, sans vous cacher, je dirais d'emblée que le monde est rentré dans une décadence. On peut dire que c'est l'apogée de notre monde. Notre monde, quand on parle de cette décadence, il faut repartir à la civilisation. D'abord, il faut voir dans quelle civilisation nous étions d'abord. Là, quand on prend que la civilisation est tout ce qui se développe, qui se permet à l'homme de se développer, d'innover, de créer, d'aller de l'avant, notre civilisation est la civilisation occidentale qui prend source de la barbarie romaine déjà. La barbarie romaine. Et en plus de cette barbarie romaine, l'Occident a placé au-dessus de cette civilisation la science. La science. Et la science qui, aujourd'hui, est presque à son apogée. Ah bon? À son apogée. Parce que quand on parle de la science, on parle de la raison rationnelle, tout ce qui est l'esprit cartésien, mais tout ce qui doute. Tout ce qui va de l'avant, tout ce qui va en arrière. Et c'est ça, ce côté dualité de la science de la pensée. La pensée qui vient du savoir. D'abord, quand on vient de la tradition, du truc du Fa, le Fa dit que cette pensée duelle de la science prévient de la mort. La mort qu'on appelle Coda Draconis, qu'on appelle Gouda, qui a de le savoir à ce monde. Le savoir de ce monde finit toujours à la mort. Donc aujourd'hui, on voit la tour foudroyée. Le monde est dans la tour foudroyée. Donc tout ce qui se passe est prédit déjà. Est prédit déjà. Déjà, quand je ramène un peu même à l'instant d'ailleurs, Nostradamus a prédit ce corona depuis 1955. Corona, c'est juste corona qui va dévaster le monde, l'humanité déjà. Sans pouvoir le nommer. Il a nommé Corona. Il a dit la reine Corona d'ailleurs. Il l'a nommé. Alors, monsieur Luigi Messan, vous êtes étudiant en anthropologie, donc en anthropologie. Alors, face donc à ces réalités, est-ce que la science a une explication? Je ne dirais pas que la science a une seule explication, dans la mesure où la science a aussi ses limites aujourd'hui, on s'en rend bien compte. En revanche, je ne parlerai pas moi de prédiction, mais je parlerai de prévision. Donc la science a pour essence de prévoir un certain nombre d'événements. En revanche, on ne tient pas les explications apocalyptiques dans la science. Je ne pense pas. Alors, quand je prends par exemple le phénomène des catastrophes, oui, la science quand même a bien de raisons de prédire, de prévoir également, parce que vous ne voulez pas donc prédire, mais vous voulez donc rester dans la prévision. La science a quand même prévu, et on sait très bien quand est-ce que ça peut se déclencher, ça peut se faire, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas toujours à cerner le fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a une explication anthropologique à la chose, au vu des peuples? Au vu des peuples, oui. Je pense qu'aujourd'hui on a atteint un niveau, monsieur Kouassi Sylvain le disait très bien, je pense que le rationalisme justement a atteint ses limites, dans la mesure où aujourd'hui il n'est plus question de mathématiques, il est question de sacré. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, moi étant donc étudiant en socio-anthropologie, mais dans un monde purement rationnel qui est donc l'Occident, aujourd'hui, on n'a pas d'explication rationnelle pour pouvoir expliquer d'où viennent ces phénomènes.
Absolument pas. Vous avez donc l'impression que la science a atteint vraiment ses limites? Oui, je pense que oui. Mais puisque vous y foncez toujours, là, vous êtes étudiant, vous étudiez encore l'anthropologie, c'est pour forcément devenir aussi comme ces professeurs ou ces scientifiques qui nous ont conduits donc dans le gouffre. Alors, vous avez... Après, l'anthropologie est une science qui essaie d'étudier les phénomènes et l'humain dans son intégralité. Ouais. Et justement, on essaie de faire des éléments de comparaison entre justement les civilisations. Et on s'est bien rendu compte que la civilisation occidentale est une civilisation qui est basée uniquement sur, je vais dire, le feu. Voilà, c'est ça. C'est une civilisation qui est basée sur la thermodynamique. Et c'est l'africaine? La civilisation africaine est basée un petit peu sur... je reprends un petit peu, je paraphrase monsieur Kwasi, elle est basée sur l'eau. Donc c'est une civilisation qui va à la source des choses, dans le sacré, dans le caché, ce qui est un peu différent de l'Europe. Vous avez l'impression aujourd'hui que le feu nous a conduits là où nous sommes là? Totalement. Monsieur Kwasi, vous avez commencé par évoquer la civilisation. Il faut savoir dans quelle civilisation nous nous trouvions et celle qui nous a conduits aujourd'hui là où nous sommes. La civilisation africaine, oui, si elle est basée sur le feu, qu'est-ce que le feu, l'eau, l'eau. Qu'est-ce que l'eau nous a apporté de bien? Oui, il faut savoir parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des inondations meurtrières. Il faut penser au glissements de terrain. Au départ, déjà, nous étions de la civilisation africaine qui est la religion naturelle traditionnelle. C'est la religion du verbe, de la pensée créatrice, de l'intelligence créatrice par le savoir. Et cette civilisation a pris naissance à l'Égypte antique à partir du Dieu créateur, le Dieu qui a créé toutes choses par ses paroles sacrées, par ses souffles. Et si je reprends un peu l'Apocalypse à Jean d'abord, qui a écrit l'Apocalypse, c'est ses révélations, puis Jean a commencé par l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean qui parlait du prologue de Jean, qui est le prologue du Verbe. Et ce prologue du Verbe apprend source de l'antériorité du Verbe créateur. Cette pensée créatrice, l'intelligence créatrice qui est l'étoile à 8 branches. L'étoile à 8 branches qui permet à l'humain de sortir de cette dualité, de ce dualisme. Déjà. Et c'est ça, au début de la tradition, au début du commencement. C'était la tradition africaine, naturelle et traditionnelle. Cette pensée africaine a été abandonnée. Simplement parce qu'elle ne produit rien. On s'approduisait l'homme dans son essence réelle. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes des hommes? Aujourd'hui nous ne sommes pas encore des humains. Nous ne sommes pas des humains. Nous avons la forme humaine. Mais ce qui est en nous, qui est l'être égotique en nous, c'est l'âme égotique, le mal en nous, qui n'est pas encore mieux, qui est la bête. D'où encore cette pensée de l'Apocalypse qui parlait du nombre 66, le nombre de la bête et de l'homme. Donc c'est ridicule. Jean disait déjà que nous sommes bêtes. Nous avons la possibilité d'être des humains. Le humain est le génie, le fils de l'homme, par rapport au fils de la femme qui est la bête, qui est l'enfant de la reproduction animale. Donc la tradition africaine était dans l'ascension de cette pensée qui est la continuité de l'être, la continuité de la pensée vers l'état divin de l'être. Et ça, on n'a pas compris. On a préféré construire le monde pas sot, pas bon, le monde de la construction, les pierres, les cathédrales, les avions, tout ce qui est périssable. Tout ce qui est amené aujourd'hui, c'est chaos. C'est ça le problème. Mais on en jouit toutefois. Alors, on a abandonné la pensée africaine simplement parce que, à votre avis, est-ce que vous partagez mon point de vue? Parce qu'elle ne produit véritablement pas. Tout dépend de ce que vous appelez produire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans un confort que la pensée... matérielle. Voilà, ça ne produit pas. Donc, la pensée africaine n'est pas forcément basée sur la matérialisation et sur la matérialité. En Europe, effectivement, par exemple, tout est basé sur la matérialité, sur le fait de produire. Et l'homme, aujourd'hui, est un outil de production qui appartient à un groupe, une oligarchie, un État. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va. C'est toute la différence qu'il y avait avec la pensée traditionnelle africaine, par exemple. Mais est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'étudiant en socio-anthropologie, qu'aujourd'hui on peut renverser la donne et les dirigeants aussi sont dans cette disposition? Je ne m'hasarderai pas à dire que les dirigeants le sont ou ne le sont pas. En revanche, je pense qu'il est possible d'inverser la donne. Par contre, ça partira justement de décisions qui seront prises par des personnes qui sont en mesure de pouvoir le faire, notamment des personnes de la trempe de M. Kwasi. Il y a quand même des révolutions qu'on a vues au plan politique qui ont été menées par des jeunes. Vous êtes aussi jeune, mais cette révolution culturelle et celle des mentalités, est-ce que vous pensez que la jeunesse peut aussi faire quelque chose dans ce sens-là? Je pense que la jeunesse peut faire quelque chose, mais tout ne part pas uniquement que de la culture. La culture
se rapporte beaucoup au folklore. Ouais. Alors que la tradition, je dirais pas qu'elle est opposée à la culture, mais je pense que la culture fait partie de la tradition. Mais la globalité est la tradition. Et c'est vers ce pas-là que les jeunes doivent aller. Doivent aller, est-ce que vous pensez que c'est possible? Il est fort possible, oui. J'y crois. Personnellement, j'y crois, dans la mesure où c'est quasiment, je dirais pas irrévocable, mais on y est presque. Alors, M. Kouassi, vous avez parlé donc de Corona qui est déjà annoncé. Ça fait partie des différentes crises que l'humanité traverse. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Mais sur le plan politique, aujourd'hui, les institutions sont presque remises en cause par les peuples ou même des contestations naissent au sein même de la mouvance. Qu'est-ce qui peut expliquer ça aussi au niveau spirituel? Oui, l'homme grandit. L'homme s'est rendu compte aujourd'hui qu'en se donnant à la République l'a transformé en objet. La République n'a pas donné les moyens à l'homme d'être noble, d'être digne. Ah bon? Oui, tout à l'heure, mon cher ami parlait de la production. Et je vous ai écouté, la tradition ne produit pas. La tradition produit. La tradition produit. Aujourd'hui, vous voyez que la science a produit quoi? Que du béton, que l'artificiel, que le matériel. La tradition aujourd'hui, que la saisie de l'étoile à 8 branches, qui permet à l'homme de sortir de l'esprit cartésien, de se lever, on ne dit pas de renoncer à cet esprit cartésien, non. On demande justement à l'esprit cartésien, au savoir du fait, de tendre la main à l'autre complément, tel que l'eau. Vous pensez que l'Occident peut tendre la main à l'Afrique, c'est ça? Ils sont obligés. Parce que la preuve aujourd'hui, quand on voit au sommet de la modernité, au sommet de la pensée rationnelle aujourd'hui, on voit quoi? On voit le binaire. L'arithmétique binaire, qui est aujourd'hui la base du numérique, qui est le procédé de l'Ibnise, pour créer le langage des ordinateurs. Et quand on parle du langage binaire, on parle du langage de Dieu. On parle du langage de l'espérance déjà, de l'étoile de l'espérance qu'on appelle l'étoile divin. Le verbe qui est en nous, de l'intelligence créatrice qui est en nous déjà. À partir de ce moment, si on nous donne la main à le langage de Dieu, qui n'est pas l'anglais, qui n'est pas le langage mortel, on peut dépasser d'être égotique que nous sommes. Donc, au lieu de bâtir des maisons, des cathédrales, des avions, on peut produire croître l'être humain. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. La croissance de l'individu. Ça, c'est pour dire que la tradition africaine produit. Oui. Actuellement, l'homme peut aller plus loin dans sa pensée pour aller vers le génie du savant et apporter une amélioration totale à ce monde qui sera plus beau, plus affectif, où le cœur va régner. Aujourd'hui, c'est que la tête qui règne. La tête n'a conduit que la mort. Et là, on parle maintenant des dirigeants africains, les contestations qui ne sont plus partout, les remises en cause institutionnelles. Est-ce que vous pensez que tout ça aussi procède? Oui, il faut remettre en cause, oui, nos institutions, tout ça a échoué. Je ne suis pas politicien, nos institutions ont échoué. Prenez les cas aujourd'hui, prenez le cas tout de suite qui vient de passer, le cas de la Guinée. 2 mandats, c'est bon. 3 mandats, quelle que soit son intelligence, quel que soit le savoir-faire de Alpha Condé, je pense qu'à cet âge 80 ans, il doit se retirer. Même s'il porte le génie en lui, c'est-à-dire, j'ai 10 ans pour faire son pays, je prends du recul. Il a voulu s'attacher aux fruits, c'est pas le seul. Alassane Ouattara, Bédi, Ouattara. Bédi, Gbagbo encore en sortant de la prison, avait l'occasion de se dire aujourd'hui, mes frères ivoiriens, on me libère de la prison, je prends du recul. Je laisse ce parti continuer sans moi. Je prends ma retraite, je deviens sage. Il a voulu s'accaparer de parti politique aujourd'hui avec son ami. Qu'est-ce que aujourd'hui? La guerre des partis et du parti. Ça accroche au pouvoir. Bédi de son côté, ça accroche au pouvoir. Les 3 encore, les femmes de leur pouvoir, ça accroche au pouvoir à cause du fruit que personne ne vient abandonner. Alors que la raison n'est que le fruit. Personne n'arrive à se détacher de ce fruit. Je dis, je vais m'aliéner mon ego. Laisser le devant. C'est ça la perte de notre institution. Et en tant que jeune et surtout étudiant en socio-anthropologie, quel regard portez-vous sur tout cela, les remises en cause institutionnelles? Dans un premier temps, nous on considère donc dans la jeunesse, je ne suis pas porte-parole de la jeunesse, mais en tout cas je la représente à mon niveau, on considère que les institutions sont bafouées. Les institutions sont bafouées, il y a un nouvel ordre établi. Dans la mesure où, je prends donc le cas de la France, dans le cas de la France, on se rend bien compte que la science, donc la rationalité dont on parlait au départ, a pris le pas et le dessus sur tout. C'est-à-dire que la population n'a plus le choix.
Je ne dis pas que la population a forcément son mot à dire à tous les niveaux, mais la population n'a plus le choix. Et on se rend compte que ce système émane, donc, ici en Afrique. Malheureusement, les institutions dont on hérite en Afrique sont celles de l'Occident. Et c'est un petit peu ce qui tend à me désoler. Parce que moi, j'appartiens autant à la jeunesse européenne qu'à la jeunesse africaine, finalement. Parce que je suis binational. Et vous avez comme l'impression qu'un jour ça peut changer? Quand vous voyez les présidents qui font, par exemple, 30-40 ans au pouvoir et qui peinent donc à céder, alors que du côté de l'Occident, même si aujourd'hui il y a cette révolution mentale, il y a quand même que les institutions, d'une manière ou d'une autre, sont un peu respectées. Contrairement à l'Afrique. Les institutions sont respectées, oui et non. Tout dépend de quel type du pays, de quel type d'institution dont on parle. En Afrique, ça changera, quoi qu'il arrive, parce que la jeunesse aujourd'hui n'est plus cantonnée à ce qu'elle voyait dans les limites de son territoire. Aujourd'hui, grâce à des outils tels que, par exemple, le Internet, donc le numérique, on se rend bien compte qu'il y a d'autres alternatives. Je ne dis pas que les autres alternatives sont meilleures. En tout cas, elles donnent la possibilité à la jeunesse d'avoir d'autres choix, d'autres perspectives. Et justement, je pense qu'il faut coupler, justement, ce dont on parlait, donc la science et la tradition, pour donner naissance à, justement, de nouvelles institutions qui correspondraient au paradigme des Africains, par exemple. Justement, ça m'amène juste à vous demander, M. Kwasi, tout ce que nous avons coopté de l'Europe ou des États-Unis, en tout cas de l'Occident, pour l'Afrique, les implanter, les adopter, est-ce que vous pensez que cela répond vraiment à la tradition africaine, l'essence même? Non, pas du tout, pas du tout. L'Africain Ces institutions d'emprunt... Non, pas du tout. Tout à l'heure, j'ai dit que l'institution de l'Europe, de l'Occident, prend chaud dans l'Empire romain. Et Simone Veil a écrit un livre formidable, écrit de l'avancement, qui disait que les Romains sont des barbares. Donc c'est la tradition des barbares, la culture des barbares, qui est aujourd'hui dans la République. Voilà. La République provient de la tradition des barbares, des gladiateurs. C'est que par les armes à feu qu'on prend le pouvoir. Non, c'est pas avec le cœur. Plus tu as de l'argent, plus tu as des armes à feu, tu prends le pouvoir. Le Taliban, on l'a vu. Pourquoi aujourd'hui les Américains ont quitté le Taliban? Parce que les Russes et les Chinois sont là. Raison plus forte. Sans la force, tu n'es rien. C'est ça la tradition des Romains que l'Occident a hérité. Alors, cela m'amène justement à aller sur le terrain sécuritaire. Aujourd'hui, vous avez appris, vous avez évoqué déjà le cas de la Guinée où le président a été déposé, mais il y en a ici, malheureusement, c'est le président qui a été tué. Alors, si on doit remettre les institutions en cause au point d'en arriver à assassiner un chef d'État, vous trouvez ça normal? Et le chef d'État d'Haïti, à son âme, c'est pareil. À un moment donné, on lui a dit qu'il est plus légitime. Il s'est dit qu'il est légitime. Bon, voilà. Le peuple ne voulait pas de lui, une partie du peuple ne veut pas de lui. À un moment donné, quand on te met en cause, prends du plus toi-même, fais dire, d'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Demande au peuple. C'est moi ou c'est pas moi? C'est ce principe de duel toujours qui règne, le bien et le mal. Il faut aller au-delà de ça. Moi, je pense que c'est par les institutions, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Tant que l'homme ne va pas dépasser cette pensée duel, cette pensée qu'on nous a inculquée, du bien et du mal, cette pensée religieuse du christianisme, où on nous demande que la résignation, la passivité, acceptez vos malheurs, acceptez de vous courber, acceptez le péché, acceptez tout. Mais on vous dit même que Jésus, le Fils de Dieu, même a été crucifié, a été bastonné, a été flagellé. Donc vous, on peut vous flageller, on peut vous tuer, il n'y aura rien du tout. Voilà. Il faut sortir de cette passivité, il faut sortir de tout ça. Sinon, c'est pas possible. Le monde va à la décadence. Alors, les contestations, ça se note un peu partout. Les Gilets jaunes, puisque vous êtes en France, vous connaissez également ce mouvement-là. Ailleurs, il y en a également un peu partout dans le monde, pour ce soit pour dénoncer les vaccinations aujourd'hui ou pour contester les régimes. Aujourd'hui, les assassinats du chef d'État, on enregistre des autorités, des ministres, des députés. Vous trouvez tout ça normal, par exemple, dans un monde où aujourd'hui, même si ce n'est pas encore le cas, nous devons tendre vers une autre pensée? De dire que je trouve ça normal, absolument pas. Je pense que malgré tout, l'institution d'État, c'est quelque chose qui doit être un minimum respecté, dans la mesure où l'institution elle-même respecte sa population. Je pense que les vagues de contestation sont légitimes, et puis de toute façon, la loi de ces États le permet, dans la mesure justement de tout ce qui est acceptable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les individus se rendent bien compte qu'aujourd'hui, on leur impose quelque chose qui ne leur convient pas. Maintenant, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est dans un contexte de pandémie et d'épidémie maintenant. En revanche, je pense que
il y a aussi une crise qui est très importante à souligner, c'est la crise de l'information. Et de la désinformation pour le coup. Donc aujourd'hui, les gens veulent des réponses concrètes, des solutions concrètes. Et c'est absolument pas le cas. Sylvain Kouassi, ça m'amène donc à ce que vous avez commencé par dire tout à l'heure. Vous évoquez déjà les Romains qui ont imposé, tant soit peu, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Cela m'amène donc à la crise spirituelle. Même au niveau de la tradition africaine, pendant longtemps, vous l'avez clamé sur ce plateau, ça ne va pas. Pays de vaudou, berceau de vaudou, que le Bénin, qui est votre terre natale aussi, vous estimez qu'il y a beaucoup de charlatans, beaucoup d'escrocs dans ce domaine-là. Alors, ces crises que nous traversons et qui vont peut-être nous amener aussi sur le plan de la crise des valeurs tout à l'heure, est-ce que vous pensez que dans ce Béni-Mélo, on peut s'en sortir? Oui, on peut se sortir, il suffit qu'on revient... Parce que vous pensez que l'Occident doit tendre la main à l'Afrique, mais si l'Afrique ne s'organise pas... L'Occident tend la main déjà. L'Occident tend la main déjà. Parce que l'Occident aujourd'hui, les penseurs de l'Occident sont tous unanimes que le feu ne peut pas être la durabilité de quelque chose. La durabilité provient de l'eau. Tout ce qui est durable provient de l'eau. Ça, ils le savent déjà. Ils l'ont chanté. Tout sort de l'eau, tu reviens à l'eau. Beaucoup de grands penseurs européens l'ont chanté, l'ont chanté, tout ça. Donc, ils savent déjà. Ils savent qu'aujourd'hui, la solution se trouve dans l'étoile de l'espérance. Mais aujourd'hui, on confond l'étoile de l'espérance à Jésus le Christ, donc au christianisme. C'est ça le mal. Le christianisme n'est pas la pensée du Christ. Le christianisme que nous avons vendu, que nous avons imposé aujourd'hui, est le christianisme de résignation, de passivité. On vous dit même, le Fils de Dieu, lui-même a été frappé, a été flagellé, était pauvre et crucifié. Voilà, vous voyez, vous aussi acceptez la réaction, acceptez qu'on vous flagelle, acceptez vos souffrances, acceptez vos maladies, on vous impose tout ce que vous voulez, acceptez-le. C'est pas ça l'étoile à huit branches. C'est pas ça la tradition africaine, c'est pas ça le vaudou. Le vaudou libère l'individu. C'est quoi le vaudou? Le vaudou dit, vous avez la possibilité de voyager au pays des étoiles, au pays des dieux. Quand je parle des pays des dieux, des étoiles, je ne parle pas des planètes qui sont illusoires. Quand l'homme occidental parle de la Lune, parle du Soleil, parle de planète Vénus, Saturne, c'est l'illusion. Eux, ils ont besoin des satellites. Pour le lancement des satellites avec des avions de Boeing, pour déposer les satellites là-bas, pour contrôler que la Terre. Le vaudou dit, je vous mets à disposition le char céleste qui permet à chacun de vous de faire le voyage vers le pays divin. C'est utopique. C'est pas utopique. On peut le faire. C'est existé, ça a toujours existé, ça va toujours exister. C'est existé. La preuve, les âmes partent quelque part à la mort. On libère le corps, on part quelque part. Donc on peut faire le voyage en laissant le corps quelque part dans une grotte et faire le voyage. En laissant le corps dans mon château et voyager avec mon âme. Aller plus loin. Au pays des causes profondes. Pourquoi aujourd'hui des inondations, on ne peut pas les prévenir parce qu'on voit que les effets. La science, que les études des effets. La science n'étudie pas les causes profondes. Or que nous, on peut étudier les causes profondes. La dernière fois, je voyais, c'était dans quel pays, une Française qui était très médecin, un malade, qui était couché, c'était une jeune fille. Et la Française disait qu'il faut l'opérer tout de suite. C'était au Congo. C'était au Congo. Lever une hémorragie interne. Pour juste être diagnostic, le jeune médecin, le jeune africain, sans rien, vient vers son regard et dit non, pas du tout. Non, que soyez, c'est rien du tout. La dame dit, bon, moi je ne peux pas faire ce diagnostic parce que je n'ai pas mon scanner, c'est pas mon RM. L'homme africain possède du divin, quelque chose qui peut voir des choses cachées sans les appareils. Aujourd'hui, on nous a fait croire que les appareils, la télévision, tout ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas vrai. Ils ont blagué. Quand les dirigeants sont malades, c'est là-bas ils vont se faire soigner parce qu'ils ne croient pas à la médecine de leur continent. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. C'est très dommage pour eux. Aujourd'hui, quand on parle des quantiques aujourd'hui, les Chinois ont développé plein d'appareils quantiques. Où chaque, même un paysan peut voir ce qui est caché dans le corps de l'autre. Je l'ai expérimenté. J'ai un appareil à la maison, le quantique, tu attrapes ça, on connaît ça sur ton ordinateur, on voit tous tes organes. Ça fait un bon diagnostic qu'aucun professeur en France ne peut pas le faire en 5 minutes. Toi, tu le fais. Les Chinois le font avec des appareils quantiques aujourd'hui. Le quantique, c'est quoi? C'est que le binaire. Pourquoi ne pas programmer ce binaire l'entité? C'est chacun de nous. Chacun de nous s'approprie de son étoile, qui peut aller plus loin, ramener quelque chose de beau et changer l'humanité.
Je vais revenir Moi, à c'est vous mon tout à rêve, l'heure. c'est mon rêve, mais c'est un rêve juste. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour faire le parallèle, ou carrément le rapprochement entre le vaudou et le Fa dont vous êtes le prêtre. Alors, dites-nous, J, mais ça, vous avez entendu parler de vaudou aussi? Évidemment. Vous avez peur de vaudou? Absolument pas. Ça fait partie de ma tradition aussi. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est le même regard que les jeunes occidentaux portent sur ce vaudou-là? Non, pour ne rien vous cacher, pas du tout. Dans la mesure où, si vous voulez, le vaudou a été diabolisé en Occident par les missionnaires. Donc, Qu'est-ce qu'on en dit concrètement? qu'on fait la confusion et l'amalgame avec la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance profonde des traditions africaines dans leur ensemble. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour justement nos traditions. En revanche, c'est un petit peu poussif, dans le sens où on n'est pas forcément super bien orienté, mais ça commence. Ça commence parce qu'il y a des outils qui nous permettent de s'en rapprocher. Après, les religions monothéistes ont fait quand même un travail de sable qui fait que c'est un petit peu compliqué, mais ça vient. Ça vient. Est-ce que vous pensez vous tournez résolument vers cette tradition-là pour vous relancer plus tard? Justement, aujourd'hui, cette tradition, je ne la vois pas du tout comme étant une religion en tant que telle. C'est-à-dire que c'est une tradition qui est absolue. C'est-à-dire qu'on peut appartenir à une autre tradition religieuse et justement... Parce que le vaudou, justement, ne conteste pas les religions. C'est les religions qui contestent le vaudou. Donc si on va dans le sens du vaudou, finalement, le vaudou, lui, est absolu. C'est une science que je considère moi comme étant sacrée. J'appartiens à cette tradition parce que je suis quand même... voilà, je suis Mina, je suis du Togo. Donc je sais très bien ce que c'est et je sais que ça n'a pas de limite. Absolument pas. Alors, M. Sylvain Kouassi pense qu'avec le vaudou, au-delà donc des satellites que les Blancs peuvent aller poser sur les différentes planètes et observer la Terre, eh bien le vaudou peut aller au-delà, nous amener dans le réel que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que vous croyez à ça aussi? Oui, parce que je considère que... Tout en étant rationnel. En essayant d'être en tout cas... en essayant d'osciller un petit peu entre les deux. Je pense qu'en Occident, ce qu'on recherche, c'est la course à l'infiniment petit. Alors que la tradition africaine cherche à savoir ce qui est caché. C'est là toute l'opposition. C'est là où ça n'a absolument plus rien à voir. Alors, M. Kouassi, vous avez parlé de cette pensée vaudou, cette pensée africaine qui doit aujourd'hui aider l'humanité et l'Occident. Vous l'avez dit, il a tend la main à l'Afrique parce qu'elle a compris, du moins s'il a compris l'Occident, que cette pensée de feu n'amène véritablement que à la destruction. Maintenant, de cette pensée vaudou, est-ce que le Fa est né ou le vaudou est né du Fa? Parce que le débat continue. Non. Les deux sont ensemble. On ne peut pas les séparer. Donc l'un n'est pas le porte-parole de l'autre. Pas du tout. C'est pour ça que l'Africain même ne connaît pas ce qu'est le Fa ni le vaudou. Non. Surtout le Béninois, il ignore totalement ces deux pensées, ces deux principes de la tradition. Le Fa est l'étoile de l'Orient. Jésus, dans l'Évangile, en proclamant, disant que je suis l'étoile du matin, il disait simplement qu'il est l'étoile de l'espérance, qui est un signe de Fa. Et ça, signe de Fa est un génie solaire. C'est ça le Fa. Quand on va au Fa, c'est pour connaître son étoile, son Dieu. Au commencement était le Verbe. Le Verbe en nous, l'étoile en nous, le Dieu en nous. C'est ça le Fa. Mais chaque signe de Fa possède ce qu'on appelle le bouclier David, qui est le vaudou. Nous on l'appelle la calebasse fermée. Dans la mythologie des Juifs, ils disent que c'est cette calebasse fermée que Salomon, le roi Salomon, a ravi à Lucifer, qui n'est que l'étoile du matin. Point barre. Donc Lucifer n'est pas le Satan? Pas du tout. Lucifer a ravi, Salomon a ravi le calebasse fermé, le Badou, à Lucifer, l'étoile du matin. Jésus a dit, je suis l'étoile du matin. Mais il y a plusieurs étoiles du matin. Chaque signe de Fa est une étoile du matin. Chaque caractère hébraïque, qui est une mention de la divinité, on l'appelle les séphirotes, d'où le séphira, sont des étoiles du matin, sont des dieux, l'émanation de la divinité que l'ancêtre dahoméen nommé Sé. Le grand Sé, le Mao, le grand Sé, et le petit Sé, ils ont jeté, les Pythagoréens ont jeté le mot sphère. Le Sé, les dahoméens devient des sphères, la dent des sphères, la dent des étoiles, et ça devient séphirote sur les Juifs. C'est la pensée africaine, c'est notre tradition. Et c'est chaque sphère, chaque étoile a sa calebasse fermée, qui est le vaudou, qui permet à l'homme de voyager plus que les ovnis. Si les Blancs aujourd'hui, on voit des satellites, tout ça, des avions dans le ciel, ils n'ont vu quelque part. C'est la science ne peut rien inventer tant qu'il ne voit pas.
Ils ont eu un début. C'est dans la pensée africaine traditionnelle qu'on les envoyageait. La preuve du doigt à remonter au ciel. Sur le cerf de feu, c'est pas une mythologie, c'est pas existé. On peut repartir. L'âme peut s'envoler vers son monde. Vers son monde. L'âme n'est pas dans ce monde. La terre n'est pas l'âme du monde. La science de l'âme. On n'enseigne pas, on l'enseigne pas dans l'université. Donc pour guérir, il faut soigner l'âme. Il faut être thérapeute de l'âme. Aujourd'hui, on est quoi? Thérapeute de quoi? De la matière, du corps organique, de la mort. Donc on soigne que la mort. Et que tout ce que nous soyons finit à la mort. Corona, quel que soit le vaccin, pas vaccin, on finira à la mort. La mort est une certitude de l'homme, de l'individu déjà. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui les ont peur? Tout le monde sait qu'on va mourir, tout le monde sait. Mais les gens se disent aujourd'hui, mais le vaccin va m'affaiblir, détruire mes anticorps, naturels ou pas. C'est le problème qui se pose. Et ils seraient des cobayes demain, sinon la mort c'est une certitude. On dit, vous ne mourrez pas. Mais comment on ne mourra pas? On va mourir. On me sauve de quoi alors? On me met le vaccin pourquoi? Contre quoi? La maladie? Le pas le tue. D'autres virus tuent tous les jours. En plus, tout à l'heure, monsieur Arami a parlé de quelque chose. A parlé de la science. La France, aujourd'hui, avec cette institution, écoute-moi. Le conseil scientifique en France, c'est qui? C'est le président de la République les nomme. C'est des savants? Non. Des génies? Non. Des gens ordinaires comme nous. D'autres, on peut, peut-être, il donnera quelque chose, d'autres, même pas du tout. Il est choisi, lui. Ce conseil scientifique dit aujourd'hui, envoie un papier au président, vaccin pour tout le monde. Il ne pas tester. Le président, qu'est-ce qu'il dit? Je peux refuser. Mais comme c'est lui qui a nommé le conseil, il dit, je prends acte, passe au conseil des ministres. On valide. On sait aujourd'hui, dans tous les pays du monde, tous les chefs d'État ont toujours la majorité à l'Assemblée. Quelle que soit l'opposition, ça passe à l'Assemblée. Les sénateurs regardent un peu, oui ou non, c'est pas grave. On s'en fout d'eux. On l'impose aux citoyens. La République, c'est pas ça la République. La République est là pour protéger les citoyens. La République est là pour faire croître les citoyens. Mais les préserveurs de cette maladie... Quelle maladie? La mort? Aujourd'hui, l'Israël, ils ont 3 vaccins. Là, 70% des gens contaminés. L'Australie, pareil. Il y a un problème qui se pose. Il paraît qu'avec le vaccin, oui, bon... Mais le vaccin, les gens... Contacter la maladie, les gens femmes graves. Qu'est-ce qu'ils appellent femme grave? Les gens meurent. Le FA dit, un petit fourmi peut tuer l'hippopotame, quelle que soit la femme maladie, ça peut te tuer. La petite femme peut te tuer. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Moi, je pense que le monde aujourd'hui, soit un problème. Parce que moi, je dis souvent sur cette antenne que nous sommes rentrés dans le monde du contrôle. On a quitté l'ère du Verseau. Ça, les Africains ne savent pas aussi. On a quitté l'ère du Verseau, qui était l'ère de la création, de la technologie, de la robotisation. Une fois qu'on rentre dans la robotisation, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Contrôler l'humanité. C'est ça le mal. Numériser l'individu. Je deviens une bête. L'Apocalypse. On devient l'Apocalypse. Le nom de la bête. Il faut le marquer comme des bêtes. Nous sommes là aujourd'hui. Et ça, c'est la pensée d'un Dieu. Un Dieu mésopotamien qui est le Dieu en lit. Alors, on va revenir tout à l'heure à ça. N'oubliez donc pas cette pensée, Dieu en lit. Et alors, dites-nous, Luigi Bessan, cette pensée de Fa, de vaudou, ça vous embrouille? Non. Une nette démarcation. Non, du tout. J'ai fait quelques petites recherches concernant le Fa et le vaudou. Je connais un petit peu les correspondances. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une alternative. Une alternative à tout ce qui nous a été proposé jusqu'aujourd'hui. Le Fa. Puisque ça permet de libérer l'individu. Et tout ce qui permet de libérer l'individu aujourd'hui est impératif. Vous le dites parce que vous revenez en Afrique régulièrement ou parce que vous avez vraiment compris que c'est ce qui est nécessaire? Les deux. C'est parce que je revenais régulièrement en Afrique que j'ai pu comprendre justement, en observant un petit peu donc la manière de vivre et la manière d'aborder justement la question du Fa. Je me suis aussi rendu compte que le Fa aujourd'hui a perdu un peu de sa vitalité en Afrique, mais ça reste quand même assez anecdotique. Mais en Europe, je pense qu'aujourd'hui, l'ironie du sort veut que aujourd'hui les Européens s'intéressent au Fa. Ah bon? Oui. En dehors de l'astrologie, des tarots, oui. différents
méthode de prédiction, de divination, ils s'intéressent aux femmes? Oui, parce que la tradition oraculaire est très présente malgré tout en Europe. Parce qu'on hérite quand même certes des Romains, mais paradoxalement on hérite aussi d'une tradition grecque qui était très portée sur les dieux. Donc, par exemple, moi je suis originaire de la région parisienne, mais lorsqu'on quitte la région parisienne, puisque la France est un territoire assez grand, on voit que cette tradition est restée dans les campagnes. Quand bien même il y aurait une tradition qui est très judéo-chrétienne aussi, mais quand on étudie même certains traités anthropologiques, on se rend compte que tout ce qui est question de sorcellerie et de rites, donc lié justement à la guérison, aux rebouteux par exemple, c'est très 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 présent encore. Très présent encore. Alors, monsieur Kwasi, vous parlez tout à l'heure de ce dieu mésopotamien. Alors... Oui, ça, quand même, il faut faire un peu l'histoire de ça. Il faut voir que notre cher Abraham, père de la génération de la Bible, n'est pas juif. Il n'est pas du judaïsme. Il ne connaît pas du tout. La Bible nous l'a dit, avec précision, qu'il est mésopotamien. Si on situe aujourd'hui la Mésopotamie, on verra quoi? L'Iran, l'Irak, la Libye. Voilà. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et le dieu mésopotamien va être deux dieux. Mon père dit trois. Le père, le dieu un, son fils Anki et son fils Enli. Enli, par correspondance, est devenu le dieu Jéhovah. Enli est aussi le dieu des maçons. Qu'est-ce qu'Enli disait? Il disait à son père, le créateur, l'homme doit être bétail. L'homme a pour mission de rester que dans les mines, dans les champs. C'est un bétail. Donc on revient à l'Apocalypse. Jean, la bête, le champ de la bête. On doit les garder, l'homme, comme des bétails dans les pâturages. Ils ne servent à rien. Parce qu'ils sont dépourvus de toute intelligence créatrice. Qu'est-ce que les missionnaires chrétiens nous ont dit? Qu'est-ce que nous en Afrique? Les Noirs, vous êtes dépourvus de toute intelligence créatrice. Donc de Dieu. On peut vous vendre. Vous êtes des esclaves, vous êtes des bêtes des hommes. C'est ça la vérité. Et c'est là encore, c'est ancré en nous, c'est ancré en eux, ils savent. Il ne faut pas nous tromper. Le frère de Anki dit non. Anki, d'ailleurs, était le compagnon de Gilgamesh. Anki, dans la Bible, était lui qui a aidé Noé à construire l'arche. Quand on parle de l'arche, on peut parler de bateau. On parle d'une arcane. Arcanus. L'arche veut dire Arcanus, veut dire une signe de foi. Donc, à partir de signe de foi, Noé a pu savoir, par révélation, quitte, amène quelques amis, va de l'autre côté de la rivière, tu seras sauvé. C'est ça le vrai problème. Donc, les signes de foi sont des arcanes. Donc, Anki disait non. L'homme est porteur de l'espérance aussi. Toutes les individus sont porteurs de l'espérance. Mais il n'y a pas que la race blanche. Toutes les races, tous les peuples sont porteurs de l'espérance. Aujourd'hui, il faut aller vers l'espérance. L'Église revient dessus timidement, mais annonçant l'espérance au sein de la famille, à Maurice Laetitia. C'est pas vrai. Il faut aller à l'oracle. Et Jean-Paul l'a dit. Les anciens philosophes, je reviens à mon cher ami, le peuple grec a raison. C'est le peuple grec est purement le peuple africain. C'est la pensée grecque, tire sur de la pensée de l'Égypte antique. Pythagore, le lui grec, a fait toute sa formation en Égypte antique, au pays des Noirs. Donc l'oracle est toujours d'actualité. L'homme doit se connaître son univers et les dieux. L'homme doit retrouver son côté Dieu pour sortir de cet engrenage. Sinon, voilà. Alors, je ne sais pas, Luigi, mais ça, si vous avez entendu parler de tour de Babel que Dieu a détruit, simplement parce que les hommes se sont réunis dans ce tour-là, justement pour changer le plan de Dieu, alors que Dieu a dit, allez, multipliez-vous, peuplez la terre. Et ils se sont dit, on se retrouve ici et on fait une seule communauté où il n'y a pas de distinction. Aujourd'hui, en adoptant certaines pratiques de vie sociale où l'homme peut se marier avec l'homme, la femme peut se marier avec la femme, est-ce que vous pensez que nous sommes toujours dans le plan de Dieu ou si nous sommes retournés à cette tour de Babel et que, puisque nous parlons des prédictions apocalyptiques, que vraiment l'humanité sera détruite un jour par Dieu? L'humanité sera détruite par Dieu, ça c'est quelque chose auquel je ne m'associe absolument pas, à mesure où je ne pense pas que Dieu soit un Dieu interventionniste. Ah bon? Non, ce n'est pas ma croyance. Mais il paraît que ce même Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe en son temps. Oui, après je considère que dans les livres saints, il y a un langage qui est plutôt un langage caché, un langage codé. Je pense que si on essaie justement de pousser vers la tradition, on pourrait comprendre ça sous un angle complètement différent. Et de toute façon, si on parle de plan de Dieu, je pense que tout ce qui se passe, de toute façon, fait partie du plan de Dieu, parce que chacun, autant que nous sommes des dieux.
Nous sommes des dieux, M. Kouachi, ça fait partie donc de ce que j'appelle ces crises de valeurs, l'homme qui peut épouser un homme, même la bestialité est admise dans certains États. Ouais. Alors, est-ce que vous trouvez ça toujours dans la dynamique de l'évolution de la pensée de feu? Oui, toujours. C'est quoi le feu? Il faut qu'on explique le feu de la pensée africaine aux gens qui nous écoutent. La tradition africaine, le Fa dit, le feu est le père du savoir. Tout savoir provient du feu. C'est l'arbre du bien et du mal que Adam et Ève ont mangé. Le fruit qu'ils ont mangé, c'est le fruit de l'arbre du feu. L'arbre du bien et du mal, l'arbre de la dualité. Et c'est le feu, goût, abominable goût, Koda, Draconis, qui donne le savoir à ce monde. Et le Fa le précise, tout ce que le Fa, le savoir, donne, prévient à la mort. Donc pourquoi voulez que Dieu détruise encore ce monde, qui est le monde de la mort déjà, le monde de fondement? Là, tout foudroyé. Quel que soit ce monde périssable, c'est la mort. Quels que soient nos académiciens mortels, pas mortels, ils finissent dans la tombe. C'est une certitude. Le monde finira dans une tombe. Nous sommes déjà dans la tombe déjà. On croit que d'autres sont vivants, d'autres sont morts. En réalité, nous sommes des morts. La tradition africaine dit, il faut mourir pour rentrer dans la vie. Mais la tradition africaine dit, tout en restant au pays de la mort, vous foutez la vie. C'est ça le salut. Vous pouvez améliorer vos conditions par l'intelligence créatrice qui est en vous, que vous a donnée. Donc c'est pas les matériels? Non. On peut changer du monde matériel que par la lumière. L'homme disparaît quand la lumière apparaît. On peut voir les démons. C'est ça le but de la capacité armée, le but du Badou. Le feu et l'eau ensemble créent l'électromagnétisme qui sera le renouveau de l'humanité. Et au lieu d'aller vers ce renouveau de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait? On crée des lieux sacrés comme la Kaaba, on crée des lieux de pèlerinage, des lieux de culte. Donc, nous, la Kaaba est à nous. La Kaaba, c'est le Merkaba. La Kaaba veut dire l'âme, Ba veut dire l'oiseau. C'est pas la sorcellerie vulgaire des villages. L'âme prend son envol sous forme d'un oiseau pour aller vers le monde meilleur et puis revenir avec cette connaissance pour transformer l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que la science fait aujourd'hui, c'est qui? La science a compris. La science se trouve dans la main de qui? Des pauvres, non. Des puissants, des banquiers. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils tiennent qui? L'État. Nos États. Nos États ne sont pas libres, nos États sont des esclaves dans la main de cet oligarchie. C'est eux qui décident, c'est eux qui donnent l'argent à l'État. Et l'État respecte leur engagement. L'État n'est qu'un parasite de ces oligarchies. Donc, à partir du moment où ces oligarchies détiennent la science, tout ce qu'ils font, c'est pour leur bien. C'est pour ramasser plus d'argent. Donc, c'est la cupidité et le mal de ce siècle. Donc, les autres petits, les sans-dents, sont restés toujours esclaves. Aujourd'hui, on va les conduire dans les pâturages. Le plan de Dieu en lit. Des bêtes de somme. Des bêtes. Marquez-les. C'est varié. On a les robots. On peut les transformer en zombies même. On se met dans les champs. À quoi sert aujourd'hui la masse populaire? Rien du tout. À quoi ça va servir la jeunesse complètement désemparée, vous trouvez? Je pense que la jeunesse se cherche. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est désemparée, mais elle se cherche des nouveaux repères. Et à travers justement des sciences sacrées telles que le Fa, elle peut trouver une direction. Mais par essence, la jeunesse se renouvelle, dans le sens où elle est jeune. Donc elle n'est pas désemparée encore. Ce serait beaucoup dire. Alors, vous avez tout à l'heure souligné sur ce plateau, c'est vrai que vous n'êtes pas le porte-parole de la jeunesse, mais vous avez cette chance-là de côtoyer ces deux jeunesses, aussi bien occidentales qu'africaines. Est-ce que vous avez l'impression que les pensées se rapprochent aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des points de convergence. Il y a des points de convergence parce que justement, on se rend compte que autant la jeunesse occidentale que la jeunesse africaine est sous le coup justement de cette matérialité à outrance. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que M. Kouachi disait, aujourd'hui, la science... Donc l'État est au service de la science. Et la science est au service d'une industrie. Et ça, on se rend compte partout. Moi, je le vois juste un exemple tout simple. Lorsqu'on voit les traitements médicamenteux, on se rend compte que ça inonde tout le monde entier. Que ce soit en Afrique. Donc en Afrique, c'est souvent, j'ai remarqué, des produits qui viennent par exemple de Chine ou d'Inde, donc du continent asiatique. Et en Europe, c'est un peu différent, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça va dans ce sens. L'État, science, industrie pharmaceutique. Donc, encore une fois,
Ça va dans le sens de l'argent, du capitalisme à outrance, de la matérialité, du fait de l'être égotique qui veut amasser des richesses. Beaucoup de traditions religieuses, notamment par exemple l'islam, parlent de cette course aux richesses qui amène l'homme à la tombe. Ça fait partie des versets du Coran, par exemple. Vous essayez également, dans ce monde-là, les musulmans, vous les connaissez aussi un peu? Oui, très bien. Ouais, très bien. Mais est-ce qu'au nom de Allah, on peut s'exploser pour tuer ses frères? Non, là, pour le coup, c'est une conviction qui dépasse l'entendement. Après, la civilisation musulmane, c'est une civilisation qui, depuis des siècles, met un peu de bâton dans les roues à la civilisation romaine, pour reprendre le terme romain, barbarie. Et la civilisation musulmane a eu son apport. Après, toute civilisation qui s'enferme, pour le coup, a tendance à dogmatiser et à administrer ces sujets, malheureusement, et ne pas les libérer. Donc ce sont des fanatiques qui dénaturent cette religion? Oui, parce que cette religion est aussi issue d'une tradition à l'origine. Avant que ce soit une religion, parce que quand on voit l'histoire du développement de l'islam, que j'ai un petit peu étudié, à l'origine, c'est venu pour libérer l'individu justement de son carcan. Voilà. Mais le fanatisme fait tout l'inverse. Alors, je reviens encore sur cette question de jeunesse africaine et européenne aujourd'hui. Pendant longtemps, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, quand les missionnaires sont venus, ils ont estimé que les Africains sont dépourvus de toute pensée venant de Dieu et par conséquent, ils sont bons pour être vendus. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec cette question d'immigration, parce que vous devez en entendre parler, de milliers de frères africains qui meurent dans la Méditerranée simplement parce qu'ils veulent rallier l'Europe, est-ce que vous avez comme l'impression que cette jeunesse occidentale a tendance à reconsidérer les choses comme par le passé, donc vouloir dominer encore celle africaine plus tard? Non. C'est pas la lecture que vous faites? Non, c'est pas la lecture que j'en fais, parce que je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, par exemple, européenne, considère que maintenant, c'est une erreur pour la jeunesse africaine de venir en Occident. Pas souci d'accaparation des richesses, mais surtout parce qu'elle considère qu'en Afrique, tout est à faire, tant sur le plan culturel, spirituel, que sur le plan économique. Donc aujourd'hui, effectivement, on reconsidère les choses. D'ailleurs, beaucoup de jeunes de la diaspora africaine qui sont nés en Occident, comme moi par exemple, tendent à retourner vers l'Afrique. Parce qu'on se rend compte que la source est là. Pas uniquement que sur le plan financier, sur le plan sacré. Vous justifiez alors les courses aujourd'hui qu'on note au niveau de la Russie, des pays comme la Turquie qui n'avaient pas de colonie en Afrique mais qui tentent vaille à s'imposer. C'est normal? Non, justement, moi je considère que c'est une autre forme de colonisation. Après, c'est très personnel et ça n'engage que moi. Je pense qu'aujourd'hui l'Afrique, elle se suffit à elle-même et tout le monde l'a compris depuis bien longtemps. Sauf que la jeunesse aujourd'hui est quand même assez limitée par les institutions ou les instances qui sont au-dessus d'elle. Mais ça changera. Parce que de toute façon, c'est irréversible. C'est comme ça. Alors, M. Kouassi, quand vous parlez donc de tendre la main, l'Occident qui tend la main, alors ces nouveaux pays qui n'avaient pas de colonie en Afrique, mais qui s'implantent davantage, on prend la Chine, on prend la Turquie, on prend par exemple des pays qui, même insignifiants, les Norvèges et autres, qui il y a quand même... Tous ces pays sont une tradition africaine. C'est le pays solaire. La Turquie, c'est un pays solaire. Comme la Syrie. Donc c'est un retour au bercail. Retour au bercail. Retour au bercail. La réveil, les pays de Scandinavie, c'est le dieu Odin, qui est le père de la tradition. On parle de la tradition des ruines, du dieu Odin, on parle de la tradition du dieu Dimédi. Un signe de Dimédi, que l'enfant de l'oreille devient le père de la civilisation des Scandinaves. C'est le retour à la tradition. On retourne au père. Le père qu'on a régné, on a abandonné, on se dit, il faut mieux aller vers le père. Le père, c'est l'Afrique. Il y a des histoires... La tradition africaine, il faut le voir, la tradition africaine, c'est la tradition de l'amour. En fait, c'est ça. Quand on parle de l'amour, Dieu est amour. Dieu ne nous aime pas. L'amour n'aime personne. Dieu demande à l'individu de devenir amour. Amour, l'Africain, dans sa pensée, le nom pas le mot, il fait. Il fait. Et il fait n'est que le nom de Ève à l'origine. C'est quand vous prenez le nom de Ève, on met ce nom dans l'alphabet primitif qui vaut 16 lettres, le V disparaît, devient F, devient effet. L'amour. C'est l'amour qui est justice, l'amour qui est vérité, qui est harmonie. Donc la tradition africaine, c'est une tradition d'amour. Voilà la tradition africaine. Vous pensez aujourd'hui que le peuple africain vit vraiment cette tradition? Amour? Le peuple africain aujourd'hui, on l'a mené à imiter la tradition de l'Occident. C'est ça le problème. Mais il a ça dans son cœur.
dans son âme. C'est tout est preuve que pourquoi on a gardé les fétiches des Russes que nous voyons dans nos villes campagnes aujourd'hui. Pourquoi? On ne veut pas abandonner notre tradition, on ne veut pas abandonner l'ancêtre. Le blanc est venu avec les fouets, avec les armes, tout ce qu'il faut. Allez vers le Christ, agenouillez-vous quand même, vous dites bon, on va imiter le blanc tout en conservant une idée, une densification de nos divinités solaires qui aujourd'hui sont les fétiches. Les fétiches, c'est pas le vaudou, c'est une densification de la chose réelle, c'est tout. Alors, quand vous avez honte de ces fétiches-là, vous, quand vous les voyez avec de l'huile, de sang un peu partout, ça repugne? Non, non, du tout. Après, j'ai eu le temps d'approfondir et de savoir ce que ça représentait culturellement, et pas que. Mais au-delà de moi, c'est vrai qu'on a une petite... on a des réticences en Occident vis-à-vis de ça, parce qu'on considère que c'est des traditions très archaïques et très violentes, parce qu'il y a du sang, il y a des sacrifices et ainsi de suite. Mais grâce à des travaux qui ont été faits par d'autres, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, ça c'est l'essence même, mais quand l'Afrique doit se rebondir, ou du moins se bondir à son niveau, est-ce que vous pensez qu'elle peut se baser sur c'est superficiel là pour aller Je pense justement qu'elle doit le dépasser, ça fait partie de la tradition, c'est un des supports, mais je pense que justement il faut trouver ce génie créateur dont on parle. Il faut voir que chaque sport cache quelque chose. Voilà. C'est l'art psychique, c'est pas la réalité. Voilà. Et l'art psychique qu'on met à la disposition des petits féticheurs, des petits escrocs spirituels qui racontent des conneries. Mais c'est pas ça. C'est l'arbre, c'est pas ça. Il faut voir la cause de chaque arbre. C'est quand je donne un exemple bien précis. Quand nous parlons de la divinité, du Rébesso, la foudre, le tonnerre, c'est pas de l'art psychique. Le tonnerre, c'est pas la pierre de Rébesso et quelques affaires concrètes. Non. C'est une étoile du matin. Et les kabbalistes les savent. C'est l'émulation qu'on appelle du tête. Tête est l'émulation du Rébesso, correspond au Rébesso. Le vieillard, l'intercelle de la personne qui vit cachée. L'ermite, l'église catholique l'a ramené aux personnes de Saint-Christophe. Le vieillard qui possède la lumière cachée. C'est tout. Et maintenant, nous, on l'a densifié comme l'archichique avec les pierres pour dire c'est la faute du Rébesso. L'Afrique garde les deux. La pensée levée et la pensée complètement élémentaire. Et c'est ça l'élémentaire qui domine d'ailleurs. Oui, parce que mais l'élémentaire permet de nous rappeler, de nous souvenir du réel. On doit se souvenir, le Coran a dit quelque part, vous apporte le Coran, c'est aussi de l'élémentaire. Vous apportez le Coran pour que vous vous rappelez, vous vous souvenez de mon existence. C'est tout le problème. Des étoiles, que des dieux existent. Ça, c'est l'élémentaire. L'élémentaire, c'est pas mauvais, il faut le garder, mais il faut le garder, pour ça me permet de se lever vers le haut. Voilà. Alors, Luigi Messon, on va bientôt sortir de cette émission, prédiction Apocalypse, qui s'accomplissent. Vous croyez que c'est vrai? Même si vous ne voulez pas rester dans la pensée judéo-chrétienne. Dans un sens, oui et non. Oui et non. Non, pourquoi? Non, dans la mesure où je pense que c'est cyclique. Et je pense plutôt que ça se rapporte à des révolutions et des révélations qui vont être faites. Et je pense que le destin de chaque individu va être pris en main par chacun, justement. Monsieur Kwasi, vous avez plusieurs fois rappelé, même dans la Bible et dans la pensée Vodou et Fa aussi, ces prédictions apocalyptiques. Donc ceux qui ont écrit ça dans la Bible ne se sont pas trompés. Est-ce que vous pensez qu'on peut inverser la tendance? Non, pas du tout. C'est irréversible? Non, c'est sûr. On ne peut pas inverser. Parce qu'il faut voir que l'étoile fait le destin. C'est l'étoile du destin. Mais chaque individu fait une destinée qui est l'image de l'étoile. Ces révélations, c'est la justesse même, l'harmonie de la pensée créatrice. Nostradamus a fait ses révélations en 1955. 1755. 1755. Vous voyez, imaginez-vous. Aujourd'hui, on le vit aujourd'hui. Il a même précisé l'année. Dans ses vers, il a dit 2020. Il y aura la reine Corona qui va dévaster l'humanité. Il a dit, ça va commencer par l'Orient, donc la Chine. Il a parlé de l'Italie, de Rome. C'est une révélation. La révélation n'est pas dans le temps. C'est ce que je dis souvent, même aux gens aujourd'hui. Je dis aujourd'hui que les gens qui pensent qu'aujourd'hui ils sont macroéconomistes, ils sont financiers, qu'ils doivent pas aller vers l'oracle avant de faire les prêts. Pour 20 ans, 30 ans, sont dans l'erreur. Aujourd'hui, les Américains aujourd'hui enseignent dans les grandes écoles. Tu ne peux pas sortir des milliards pour produire un produit qu'avec les analystes financiers. Quels que soient les rendements qu'ils ont faits, que sur les projets, les papiers, les chiffons,
Qu'est-ce qui est caché derrière? Ils ne savent pas. Les Américains demandent à voir les gourous de l'Inde. Dis-nous, ce projet, ça va marcher? Qu'est-ce que l'invisible cache? Le monde des causes est important. Aujourd'hui, la science a refusé le monde des causes parce qu'ils ont renié la pensée subjective. Nos chefs africains ont refusé notre tradition de résoudre le monde des causes. Ils ne savent rien. Ce n'est pas de génial. Un projet politique, on pense bien faire, demain on se voit qu'on n'a rien fait de bon. Et pour construire un pays, ce n'est pas que des murs, ce n'est pas que des voix. C'est la population. C'est le citoyen qui est souverain. Ce n'est pas l'État qui est souverain. C'est l'individu qui est souverain. Quand on parle d'individu souverain, c'est l'individu est roi. Est-ce qu'on donne cette formation à l'individu d'être souverain, d'être roi? Non. On donne une formation d'urgence pour le rendre bête. Pour qu'on le transforme en bête. Pour qu'on l'encadre par des contraintes. Pour qu'il soit résigné dans sa passivité. Et on lui donne un Dieu qui fait des miracles au ciel. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça, Luigi Bessa. Vous ne voulez plus ça non plus. Vous descendez en Afrique, vous appréciez autrement les choses. Vous avez une autre lecture de tout ce qui vous a été rapporté. Vous avez lu par le passé sur l'Afrique. S'il faut réécrire l'histoire de l'Afrique, vous pensez que c'est possible? Réécrire l'histoire de l'Afrique, non, parce qu'une histoire ne se réécrit pas par définition. Mais je pense que l'histoire, malgré tout, a un sens. Et il est possible pour l'Afrique, en tout cas, je ne vais pas non plus parler en son nom, il est possible de récupérer les éléments de l'histoire. Alors vous pensez que cette prédiction apocalyptique qui se réalise à nos yeux aujourd'hui, qui donne à croire à certains religieux que nous sommes dans les derniers instants, on peut les renverser? Parce que vous avez parlé des phénomènes cycliques quand même. Oui, de phénomènes cycliques, parce que ça a été vérifié malgré tout dans l'histoire. Et de les renverser, non, mais justement de donner lieu à quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est exactement ce qu'il se passe. Merci donc à vous, Luigi Bessa. Je rappelle que vous êtes étudiant en socio-anthropologie et M. Sylvain Kouassi, lui est prêtre phare et président de l'ONG LAFE pour vos éclaircissements sur ce thème central, crise multiple à travers le monde. Sommes-nous dans l'accomplissement des prédictions apocalyptiques? Mesdames, Messieurs, vos commentaires sont également attendus pour continuer ce débat qui ne fait que commencer. C'est quand même ici sur SICA et à très bientôt. Merci.